J'ai rompu mon silence avec ma mère toxique, pour protéger ma sœur mourante. Elle a essayé de me faire expulser de l'hôpital, et a promis de me traîner en justice. Elle l'a fait. Salut tout le monde, c'est encore Finn, avec une nouvelle histoire. Celle-ci est différente, elle touche en plein cœur. C'est l'histoire d'un homme qui a rompu 2 ans et demi de silence radio avec sa mère, afin de protéger sa petite sœur, qui se mourait d'une leucémie, sans personne d'autre à ses côtés. Ça devient lourd, moche, et honnêtement, il y a des passages que chaque homme devrait entendre. On y va. Le gars commence par dire « Salut Reddit, j'utilise un compte jetable, parce que ma mère a de l'argent, des avocats, et aucune hésitation à utiliser les deux. Certains détails sont modifiés, mais tout le reste est réel. Petit contexte, je m'appelle Yann, j'ai 32 ans. Je travaille dans la coordination logistique, la chaîne d'approvisionnement. J'avais coupé les ponts avec ma mère depuis environ 2 ans et demi. J'ai rompu tout contact après qu'elle se soit présentée à mon mariage, pour essayer de remettre à ma femme, Jess, une enveloppe d'argent, avec un mot qui disait « pour quand il te décevra ». Jess a trouvé ça bizarre, mais a laissé passer. Moi, je n'ai pas laissé passer. C'était la dernière fois que je parlais à ma mère. Ma sœur, Audrey, avait 17 ans. Elle vivait avec notre mère à plein temps. Père différent. Le mien est parti avant que j'entre au collège. Le sien n'a jamais été présent. Ma mère a obtenu la garde exclusive. Et si vous connaissiez ma mère, vous comprendriez qu'elle ne perd jamais rien. Elle considère ce qui est à elle, comme sa propriété. Quoi qu'il en soit, Audrey et moi sommes restés proches, malgré l'écart d'âge et la distance. On s'envoyait des textos de temps en temps, pas tous les jours, mais on prenait toujours des nouvelles. Alors, quand elle m'a appelé un soir de mars, avec une voix qui laissait deviner qu'elle pleurait depuis des heures, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Elle m'a confié qu'elle avait de gros maux de tête, depuis des mois, des saignements de nez qui ne s'arrêtaient pas, et des bleus qui apparaissaient sans raison. Elle en avait parlé à notre mère en janvier, et maman lui avait dit qu'elle faisait du cinéma, qu'elle ne buvait probablement pas assez d'eau. En février, Audrey s'endormait en classe, et ses gencives saignaient quand elle se brossait les dents. Maman lui a dit qu'elle était anémique, et lui a acheté des compléments en fer. Audrey a fini par aller voir l'infirmière de l'école, après avoir failli s'évanouir en cours de sport. L'infirmière l'a regardée une seule fois, et a appelé une ambulance. Ils ont fait des analyses de sang à l'hôpital, et les chiffres étaient tellement mauvais, qu'ils les ont refaites. Leucémie lymphoblastique aiguë. Agressive. Elle a 17 ans, et elle apprend ça d'un médecin qu'elle a rencontré il y a 20 minutes. C'est comme ça qu'elle l'a découvert. L'hôpital avait déjà contacté notre mère au moment où Audrey m'a appelé ce soir-là. Et écoutez, je tiens tout ça de la bouche d'Audrey au téléphone, donc je le raconte comme elle me l'a dit. Maman est arrivée, a géré toute la situation avec un calme parfait devant les médecins, a signé les papiers, et a ramené Audrey à la maison. Audrey a dit que maman n'a pas dit un seul mot dans la voiture. Pas un seul. Une fois rentrée, elle a dit à Audrey, on va s'occuper de ça, mais tu ne vas pas t'en servir comme excuse, pour arrêter d'aider ici. Cette phrase, c'est celle qui m'a fait bondir de mon canapé. On venait de dire à ma sœur de 17 ans qu'elle risquait de mourir, et le premier réflexe de notre mère, était de s'assurer qu'elle ferait toujours la vaisselle. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au matin, j'avais un plan. J'ai appelé ma mère pour la première fois en 2 ans et demi. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Eh bien, je me demandais combien de temps ça prendrait. Je lui ai dit que je voulais aider pour les soins d'Audrey. Faire la route les week-ends, l'emmener à ses rendez-vous, tout ce qu'il fallait. Elle a dit, c'est très généreux, mais je suis sa mère. Je pense savoir ce dont elle a besoin, mieux que quelqu'un qui a abandonné cette famille. Elle a accepté que je vienne, mais je sentais déjà comment elle cadrait les choses. J'étais le fils prodigue. Elle était la mère gracieuse qui l'autorisait. J'ai dit à Jess que je devrais faire la route régulièrement, 4 heures à l'aller, 4 heures au retour. Elle a dit qu'elle comprenait. Lors de cette première visite, je suis arrivé chez ma mère un samedi matin. Le jardin de devant était parfait. Étayé, paillis frais, pas une mauvaise herbe en vue. La maison ressemblait toujours à ça. Audrey a ouvert la porte, et elle avait une mine affreuse. Elle avait perdu du poids, et elle avait ses cernes sombres sous les yeux, qui la faisaient paraître 10 ans de plus.
Elle m'a serré si fort, que je pouvais sentir ses côtes. On est resté là, sur le pas de la porte, pendant un moment, sans rien dire. Puis, j'ai remarqué l'aspirateur sorti dans le couloir, à l'étage. Le cordon traînait encore sur le palier. Je l'ai regardé. Elle a haussé les épaules. Maman veut que la chambre d'amis soit nettoyée, avant la visite de tante Diane la semaine prochaine. J'en étais à la moitié quand tu as frappé. Ma sœur, dont le taux de globules blancs aurait dû la clouer au lit, passait l'aspirateur dans une chambre d'amis. Je suis monté, j'ai débranché l'aspirateur, et je l'ai rangé dans le placard. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle a besoin de normalité, a-t-elle dit. Les médecins disent même que la routine est bonne pour elle. Aucun médecin ne lui avait dit ça. Je n'ai pas argumenté, pas encore. J'ai juste dit à Audrey de s'asseoir, et j'ai nettoyé la chambre moi-même. Ma mère regardait depuis le couloir, les bras croisés, et je sentais qu'elle enregistrait cela comme une preuve que je sapais son autorité. C'est comme ça que ça a commencé. Ok, je dois m'arrêter ici une seconde, parce que c'est important pour la suite. Quand un parent narcissique a un enfant malade, la crise n'est pas un problème pour lui. C'est une opportunité. Une mise en scène. Le classeur, le calme devant les médecins, la réplique sur la normalité. Rien de tout cela n'est de l'éducation. C'est du contrôle d'image. Et si vous n'avez jamais eu affaire à quelqu'un comme ça, tout ce qu'elle fait semble totalement raisonnable de l'extérieur. C'est tout le principe du jeu. Revenons-y. Au cours des 2 mois suivants, j'ai fait la route presque chaque week-end. Parfois, je prenais mon vendredi, et je restais jusqu'au dimanche soir, rentrant après minuit, pour aller directement au travail. Mon patron était compréhensif, mais je sentais que sa patience s'effritait. Audrey a commencé la chimio en avril. La première séance l'a frappée de plein fouet. Elle vomissait constamment, perdait du poids, dormait 14 heures par jour. À la fin de la 2e séance, elle avait perdu la plupart de ses cheveux, et a commencé à porter ce bonnet trop grand partout, même à l'intérieur, même quand il faisait 30 degrés dehors. Elle me disait qu'elle cherchait le style, bûcheron hipster, puis elle se taisait quand quelqu'un à la pharmacie la fixait trop longtemps. J'étais là pour la première perfusion, et j'ai regardé ma sœur rester assise là, les yeux fermés, serrant la coudoir, sans dire un mot. Notre mère gérait le côté médical comme un chef de projet. Elle tenait un classeur, prenait des notes, posait les bonnes questions. Pour un étranger, on aurait dit la mère de l'année, mais le classeur n'avait rien à voir avec le bien-être d'Audrey. C'était une question de contrôle de l'information. Chaque détail devait passer par maman d'abord. Elle parlait au médecin dans le couloir, pour qu'Audrey ne puisse pas entendre. J'ai commencé à remarquer des choses qui me retournaient l'estomac. Audrey était recroquevillée sur le canapé, visiblement nauséeuse, et maman lui demandait de plier le linge. Juste les serviettes. Ce n'est pas dur. Et Audrey se traînait hors du canapé pour le faire, parce que dire non coûtait plus d'énergie, que de simplement plier ses stupides serviettes. Un week-end, je suis arrivé et Audrey avait un bleu sur le tibia, de la taille de ma paume. Elle s'était cognée contre la table basse, et son taux de plaquettes était au plus bas. Donc, même un petit choc laissait des marques. Elle était assise à la table de la cuisine, faisant ses devoirs, et elle était grise. Vraiment grise. Ma mère était dans la pièce d'à côté, au téléphone, riant aux éclats, totalement imperturbable. J'ai pris Audrey à part, et je lui ai demandé franchement comment ça se passait, quand je n'étais pas là. Elle a d'abord esquivé. Classique Audrey. Elle utilise le sarcasme pour détourner l'attention. Oh, c'est une cure thermale. 5 étoiles. Je recommande. Mais ensuite, elle est devenue silencieuse et a dit, elle me donne l'impression que je fais semblant. Comme si je faisais plus d'efforts, je ne serais pas malade. Cette phrase est restée gravée en moi pendant des jours. La visite suivante, je suis entré et maman se tenait au-dessus d'Audrey près de l'évier, alors qu'Audrey lavait une pile de vaisselle. Audrey s'agrippait au comptoir comme si elle essayait de ne pas s'évanouir. J'ai craqué. Je n'ai pas hurlé, mais j'ai parlé fort. J'ai dit à ma mère qu'elle allait tuer sa propre fille par pure négligence, et qu'elle devrait avoir honte. Je l'ai dit devant Audrey. Maman n'a pas bronché. Elle a juste dit très calmement, tu vois, c'est cette instabilité dont je m'inquiétais.
Mais le vrai dommage n'était pas ce que maman en faisait. C'était Audrey. Elle est allée dans sa chambre, a fermé la porte, et n'est pas ressortie pendant 2 heures. Quand elle l'a enfin fait, elle m'a regardé et a dit, « Tu as empiré les choses. Quand tu pars, moi je reste, et maintenant elle va être de mauvaise humeur pendant 1 semaine, parce que tu l'as humiliée. » Elle avait raison. Je m'étais soulagé, mais j'avais rendu sa vie plus dure. C'est une leçon que j'aurais aimé apprendre moins cher, mais c'est celle qui m'a coûté le plus. Après ça, j'ai arrêté de réagir, parce que réagir était un luxe qu'Audrey ne pouvait pas se permettre. Maintenant, regardez, la plupart d'entre vous auraient fait exactement la même chose. Vous voyez votre sœur malade faire la vaisselle alors qu'elle tient à peine debout, vous allez dire quelque chose. Mais voici le problème avec les gens comme sa mère, votre colère est leur munition. À la seconde où il a élevé la voix, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Un témoin, une histoire à raconter plus tard, et une raison de le traiter d'instable. Pendant ce temps, à la maison, les choses avec Jess changeaient. Au début, les week-ends d'absence passaient. Puis, c'est devenu pesant. Ensuite, elle a commencé à faire des commentaires. Tu sais qu'elle a une mère, n'est-ce pas? On avait des projets ce week-end, et tu as encore annulé. Elle n'avait pas tort sur tout. J'étais à bout, mais elle a aussi arrêté de demander comment allait Audrey après le 1er mois. C'était toujours à propos de mon absence, jamais à propos de la raison de mon absence. Pour sa défense, elle est montée avec moi une fois au début, peut-être le 3e week-end, elle a apporté de la soupe qu'elle avait faite pour Audrey, et resté assise avec elle pendant 1 heure. Quand on est monté dans la voiture, elle est restée silencieuse longtemps, puis a dit, « Je ne sais pas comment tu fais ça chaque semaine. » Elle pleurait. Mon pote Drew est la seule personne qui comprenait vraiment. On était amis depuis la fac. Il connaissait l'histoire de ma famille, et il était juste présent. Un week-end, il est monté avec moi et a passé 3 heures avec Audrey à regarder de la télé-réalité pourrie, pendant que j'allais chercher ses ordonnances. Audrey m'a dit plus tard qu'il était, étonnamment peu agaçant pour un de tes amis, ce qui, venant d'elle, était l'équivalent d'un avis 5 étoiles sur Yelp. Drew a dit quelque chose qui m'est resté. On rentrait ce dimanche soir-là. Je me souviens qu'il avait ce sandwich de station-service sur les genoux, qu'il grignotait sans jamais le finir. En fait, je crois qu'il en a jeté la moitié par la fenêtre vers la sortie 14 ouais, pollué, je sais. Et il me dit, mec, tu ne documentes rien de tout ça. Si jamais ça finit par être ta parole contre celle de ta mère, tu vas perdre. Elle a l'argent, et elle a le titre légal. Toi, tu n'as rien sur papier. Il avait raison. J'ai commencé à tenir un journal. Les dates, les heures, ce que j'observais, ce qu'Audrey me disait, ce que ma mère disait, des photos quand Audrey m'y autorisait, chaque SMS que ma mère envoyait. Drew m'a aidé à créer un dossier partagé et à tout organiser. Ma mère, pendant ce temps, avait commencé à m'appeler pendant la semaine pour me donner des nouvelles. Audrey a passé une bonne journée aujourd'hui. On a regardé un film. Elle mange plus. Je pense qu'elle remonte la pente. Je connaissais la chanson. J'avais grandi avec. En mai, les analyses de sang d'Audrey se sont dégradées. L'oncologue a ajusté son traitement, a mentionné un possible essai clinique, et nous a dit carrément qu'Audrey devait se reposer le plus possible. Son système immunitaire était à plat, et même un petit effort physique pouvait être dangereux. J'étais dans la salle pour cette conversation, parce qu'Audrey m'avait envoyé les détails du rendez-vous, dans le dos de maman. J'ai regardé ma mère hocher la tête, comme si elle n'avait pas forcé ma sœur malade à récurer le sol de la cuisine 2 jours plus tôt. Sur le parking, après, ma mère a dit, tu sais, tes visites incessantes la stressent plus qu'autre chose. Peut-être que la chose la plus aimante que tu pourrais faire, serait de prendre du recul. J'ai répondu, je ne prendrai pas de recul. Son expression a changé. Fais attention, a-t-elle dit. Ne transforme pas ça en quelque chose que ça n'a pas besoin d'être. Juin a été le mois où les choses sont devenues cliniques, et je ne parle pas du traitement d'Audrey. J'ai arrêté de traiter ça comme une affaire de famille, et j'ai commencé à le traiter comme un problème logistique. Créer des systèmes, tout documenter. Quand quelqu'un fait une erreur, les preuves racontent la vraie histoire. Audrey avait été acceptée dans un essai clinique dans un plus grand hôpital, à environ 2 heures de chez maman. L'essai était prometteur, mais cela signifiait des trajets réguliers, plus de logistique,
et plus de chances pour ma mère de s'immiscer dans tout. Le premier jour dans le nouvel hôpital, j'ai rencontré Marisol. C'était la travailleuse sociale assignée au cas d'Audrey. La quarantaine, calme, directe. Elle a d'abord rencontré Audrey seule, puis moi, puis ma mère. Après cette première journée, Marisol m'a pris à part et m'a demandé si j'avais des inquiétudes concernant la situation familiale d'Audrey. Je lui ai fait la version courte. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a demandé, « Est-ce que votre sœur a configuré un mot de passe patient ?» Je ne savais pas ce que c'était. Marisol m'a expliqué, c'est essentiellement une mesure de confidentialité, où les informations médicales ne sont divulguées qu'aux personnes qui possèdent le mot de passe. C'est particulièrement utile, a-t-elle précisé, quand la dynamique familiale est compliquée. J'en ai parlé à Audrey. Elle a hésité. Maman va péter un plomb si elle découvre qu'elle n'a plus accès. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de bloquer maman complètement. Elle devait juste avoir l'option. Elle a configuré le mot de passe le lendemain, et l'a donné à moi et à son coordinateur de soins. Marisol m'a aussi expliqué la réalité juridique entre 17 et 18 ans. Pour l'instant, notre mère avait l'autorité sur les décisions médicales. Elle pouvait annuler des traitements, accéder au dossier, et légalement m'écarter. Une fois qu'Audrey aurait 18 ans, en septembre, elle aurait le plein contrôle de ses soins. Elle pourrait désigner sa propre personne de confiance. Elle pourrait décider qui a accès. Septembre. Encore 4 mois. Marisol m'a donné un dernier conseil, auquel je pense constamment. Elle a dit, la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment, c'est d'être ennuyeux. Ne donnez à personne une raison de vous faire passer pour le problème. Soyez juste présent, constant, et gardez vos documents propres. C'est donc ce que j'ai fait pendant des semaines. Puis, Audrey a failli tout faire exploser elle-même. Elle m'a appelé en milieu de semaine, et j'ai su dès les 2 premières secondes que ce n'était pas un appel normal. Elle avait surpris Jess et moi en train de nous disputer au téléphone lors de ma dernière visite. J'étais sorti, mais pas assez loin. Tu dois arrêter de venir, a-t-elle dit. Tu vas perdre ta femme et ton boulot à cause de moi. Je lui ai dit que ce n'était pas à elle d'en décider. Alors je dirai à maman que je ne veux plus que tu sois là. On ne s'est pas parlé pendant presque 2 semaines. Je suis monté le week-end suivant, et elle a refusé de descendre. Maman a ouvert la porte avec cet air satisfait. Peut-être qu'elle réalise enfin qui est vraiment là pour elle. Je suis resté assis dans mon pick-up dans l'allée pendant 1 heure, avant de rentrer. Audrey m'a envoyé un texto 4 jours plus tard. Je suis désolé. J'ai peur. Et je m'en suis prise à toi. On a parlé pendant 2 heures. Elle a avoué qu'elle cachait ses symptômes, parce qu'elle ne voulait pas que je fasse la route plus souvent, et elle minimisait sa douleur devant son médecin, parce que notre mère était dans la pièce, et qu'elle ne voulait pas avoir l'air de faire du cinéma. Cette conversation m'a fait réaliser que le compte à rebours jusqu'aux 18 ans n'était pas qu'une question de paperasse. C'était une question de la mettre dans une pièce où elle pourrait être honnête, sans que cela lui coûte quelque chose. À la maison, Jess avait commencé à surveiller l'argent. L'essence, les repas sur la route, une paire de chaussures que j'avais achetées à Audrey parce que les siennes tombaient en morceaux. On n'est pas ses parents, a-t-elle dit un soir. Et je comprenais. Elle n'avait pas tort sur le fait que j'étais à bout de force, mais les limites dont elle parlait s'arrêtaient toujours exactement là où son confort personnel commençait. Lors d'une de mes visites à la fin juillet, je suis arrivé à l'improviste et j'ai trouvé Audrey à 4 pattes dans la cuisine, en train de récurer les plaintes avec une éponge. Elle pleurait. Maman lui avait dit qu'une inspection de la maison allait avoir lieu, et que tout devait être impeccable. Il n'y avait aucune inspection de prévue. Je l'ai aidé à se relever, je l'ai installé sur le canapé, et j'ai fini les plaintes moi-même. J'ai tout pris en photo, je l'ai ajouté au dossier. Quand ma mère est rentrée, elle a dit, tu ne l'aides pas en faisant tout pour elle. Elle a besoin de se sentir capable. Inutile de répondre. Rien de ce que je pouvais dire n'aurait d'impact sur quelqu'un qui avait déjà décidé qu'elle avait raison. Août. Audrey a fait une mauvaise réaction à un changement de médicament, et a fini aux urgences pour la nuit. J'ai conduit 4 heures dans le noir. Je me souviens de ce tronçon d'autoroute, après environ 40 minutes, où il n'y avait aucun lampadaire et où la seule chose que je voyais était la route juste devant moi. Je me suis arrêté pour de l'essence à mi-chemin, et ma carte de débit a été refusée à la pompe. Je suis resté là,
sous les néons à 23h30, j'ai essayé la carte de crédit et c'est passé, de justesse. J'ai fait le calcul dans ma tête, et j'ai su que cette carte serait au plafond après ce plein. Jess m'a envoyé un texto le lendemain matin. J'espère qu'elle va bien. On doit parler quand tu rentres. À l'hôpital, Audrey était stable mais terrifiée. Elle dormait quand je suis arrivé. Je me suis assis dans le fauteuil et je l'ai regardée respirer pendant environ 1 heure avant qu'elle ne se réveille. « Tu n'étais pas obligé de venir », a-t-elle dit. « Si, je l'étais. » Elle m'a lancé ce regard, reconnaissant et agacé en même temps, et a dit « T'es vraiment un bizarre. Mais je t'aime quand même. » Ma mère est arrivée le lendemain matin, coiffée, bien habillée, totalement calme. Elle ne m'avait pas appelé. Elle avait appelé l'hôpital directement et était entrée. Elle s'est assise. C'est exactement ce dont j'avais peur. Elle en fait trop parce que tu la pousses sans arrêt. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert mon téléphone et noté l'heure, la date, et ce qu'elle venait de dire. Elle m'a vu faire, et son visage a changé une fraction de seconde. Tu prends des notes sur moi. Je prends des notes sur tout, j'ai répondu. Tu vas regretter d'avoir fait de moi l'ennemi dans cette histoire. Puis elle est sortie pour trouver le médecin de garde, et elle a réussi à l'atteindre. Je l'ai appris l'après-midi même, quand l'une des infirmières m'a demandé prudemment depuis combien de temps j'étais impliqué dans la situation d'Audrey, et si j'avais une tutelle légale. Ma mère avait dit au médecin que j'étais en rupture avec la famille, que je n'avais aucune autorité légale, et que je m'immisçais dans les soins médicaux d'une mineure contre la volonté de sa mère. Le médecin a signalé cela au personnel infirmier. J'ai dû m'asseoir avec l'infirmière responsable, montrer ma pièce d'identité, donner les coordonnées de Marisol, et tout expliquer depuis le début. Ça s'est réglé en quelques heures, mais pendant ce temps, chaque infirmière de l'étage me regardait comme si je n'étais peut-être pas celui que je prétendais être. C'est sa façon de faire. Attendez, vous avez vu ce qu'elle vient de faire ? Elle ne s'en est pas prise à lui directement. Elle est allée voir le médecin, l'autorité, et a réécrit toute l'histoire. Maintenant, les infirmières le regardent de travers, pas elle. S'il n'avait pas eu Marisol et des mois de documentation, ce seul coup aurait pu le faire expulser de l'hôpital. C'est pourquoi le conseil de Drew de tenir un journal papier était le moment le plus important de l'histoire. Sans cela, il n'est qu'un gars dans un couloir dont une mère inquiète se plaint. Le 3 septembre, c'était le 18e anniversaire d'Audrey. Elle l'a passé dans un lit d'hôpital. Elle avait été admise 2 jours plus tôt, après que son taux de globules blancs soit tombé presque à 0. Elle était neutropénique, ce qui signifie que son système immunitaire était inexistant, et qu'un simple rhume pouvait la tuer. Elle était dans une chambre d'isolement, avec des visites restreintes, portant un masque, et faisant des blagues sombres sur le fait que c'était, littéralement la pire fête de l'histoire. Je lui ai apporté un cupcake d'une boulangerie près de l'hôpital, un seul, chocolat avec glaçage vanille. J'y ai mis une bougie. Elle ne pouvait pas le manger à cause de la nausée, mais elle a soufflé la bougie et a dit « J'ai souhaité une meilleure assurance maladie ». Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Alors, j'ai 18 ans maintenant. Elle tripotait la couverture, sans me regarder. Ça veut dire qu'elle ne peut plus prendre mes décisions médicales, c'est ça ? Je lui ai dit que c'était exact. Marisol m'avait parlé de la personne de confiance des semaines auparavant. En fait, j'y ai réfléchi, a-t-elle poursuivi après une pause. Je veux que tu sois ma personne de confiance, et je veux que l'accès de maman soit limité. Pas complètement, juste assez pour qu'elle ne puisse pas gâcher mon traitement. Je n'avais pas abordé le sujet. J'avais prévu de le faire prudemment après son anniversaire, mais elle avait déjà fait le calcul toute seule. Elle attendait le jour exact où ce serait légalement à elle de décider. Yo, vous avez capté ça ? Il n'a rien proposé. C'est elle qui l'a fait. Cette fille, qui vient d'avoir 18 ans sur un lit d'hôpital à combattre le cancer, avait déjà parlé à la travailleuse sociale des semaines plus tôt, avait compris ses options, et attendait le jour J pour appuyer sur la détente. Personne ne l'a poussée. Elle a compris tout cela, parce qu'elle a grandi dans une maison où l'information était une question de survie. Les enfants issus de foyers comme celui-là apprennent à être stratégiques bien trop jeunes. Et honnêtement, cela devrait vous mettre en colère, pas vous impressionner. Marisol a aidé à coordonner les papiers cet après-midi-là. Désignation de la personne de confiance me nommant.
Autorisation IPA restreignant l'accès pour notre mère. Protocole de visite avec le personnel infirmier. Tout a été signé, certifié et verrouillé avant le dîner. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Il a fallu exactement 5 jours pour que la bombe explose. Ma mère s'est présentée à l'hôpital le 8 septembre, et on lui a dit à l'accueil qu'elle n'était pas autorisée à accéder aux informations sur le traitement d'Audrey. Elle a exigé un superviseur, puis le médecin. Les deux ont confirmé la restriction. Elle m'a appelé 20 minutes plus tard. Sa voix était monocorde. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne posait pas une question, elle accusait. J'ai répondu qu'Audrey était une adulte légale, et qu'elle avait le droit de gérer ses propres décisions médicales. Elle a dit, « Tu l'as empoisonné contre moi. J'aurai un avocat qui contactera l'hôpital d'ici la fin de la journée. » Elle l'a fait. L'avocat lui a dit ce que n'importe quel avocat dirait, une personne de 18 ans a le droit légal de choisir sa personne de confiance. Il n'y avait rien à contester. Mais ma mère ne traite pas le « non » comme une information. Elle le traite comme un défi. La semaine suivante, Audrey a passé une mauvaise nuit. Une très mauvaise nuit. Elle avait une fièvre qui est montée à 40 degrés Celsius vers 2 heures du matin. Son taux d'oxygène a chuté. Les alarmes ont retenti. Le personnel infirmier a réagi vite. Antibiotiques 4, mesures de refroidissement, oxygène. On m'a appelé, et je suis arrivé en moins d'1 heure, parce que j'avais commencé à loger dans un motel à proximité pendant les semaines de traitement. Le motel était un de ces endroits où la moquette sent les produits ménagers. Je me souviens d'un distributeur automatique dans le couloir qui était vide, sauf pour ses crackers au beurre de cacahuète d'une marque inconnue, et j'en ai mangé genre 4 paquets sur la semaine. Bref, cette nuit-là, avant l'appel, j'étais assis sur le bord du lit, et j'ai failli appeler Jess. Je crois que j'avais juste besoin de quelqu'un qui, autrefois, me demandait comment j'allais. 40 minutes plus tard, l'hôpital appelait. Quand je suis arrivé, Audrey était stabilisée mais somnolente et terrifiée. Elle serrait la barrière du lit, et n'arrêtait pas de demander si elle allait mourir. Je lui ai tenu la main et je lui ai dit que non, mais je n'étais pas sûr de dire la vérité. Le médecin m'a pris à part dans le couloir. Le système immunitaire d'Audrey n'avait plus rien. Les antibiotiques fonctionnaient, mais lentement. Si la fièvre ne tombait pas d'ici le matin, ils envisageaient un transfert en soins intensifs. Je suis resté dans ce couloir pendant un long moment. Je me souviens avoir compté les carreaux du sol, parce que mon cerveau avait besoin de se fixer sur quelque chose. J'ai appelé Drew. À la 3e tentative, il a décroché. Je ne pouvais pas parler au début. Il a juste attendu. Elle pourrait ne pas passer la nuit, j'ai dit. De quoi as-tu besoin? Je ne sais pas. Alors, je prends la route. Il l'a fait. Il est arrivé vers 4 heures du matin. Il n'est pas entré. Il est juste resté assis dans sa voiture sur le parking. Je ne l'ai appris qu'après que la fièvre soit tombée, à 5h30. Il était resté là pendant presque 2 heures. Il ne voulait pas me déranger pendant le pire moment. Quand l'infirmière m'a dit qu'elle était stabilisée, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. Je n'étais pas malade, c'était juste mon corps qui lâchait enfin tout ce qu'il retenait depuis 6 heures. Ma mère est arrivée ce matin-là. Elle est entrée dans la chambre et est allée droit au lit d'Audrey. Ma chérie, je suis là. Elle a essayé de prendre la main d'Audrey. Audrey s'est dégagée. Maman, s'il te plaît. Je vais bien. Laisse-moi juste dormir. Ma mère s'est tournée vers moi. C'est ta faute. Elle est plus malade à cause du stress que tu provoques. Baisse d'un ton, j'ai dit. Elle ne l'a pas fait. Elle a dit à l'infirmière que j'avais manipulé une mineure faux, Audrey avait 18 ans pour lui faire signer des documents qu'elle ne comprenait pas. Elle a dit que l'essai clinique était de la cochonnerie expérimentale. Elle a exigé que je sois expulsé de la chambre. Audrey, depuis son lit, a dit « Maman, arrête ». Elle a continué. Je suis resté assis, sans réagir. L'infirmière responsable lui a demandé de sortir dans le couloir. Elle a refusé. Je suis sa mère. Vous ne pouvez pas me faire sortir. Madame, je le peux et je le ferai, si vous continuez à perturber les soins de la patiente. Elle nous a regardés tous les deux et a dit, vous le regretterez tous les deux. Elle n'est pas partie.
La sécurité l'a escorté dehors à 10h50. L'incident a été documenté par la sécurité, l'infirmière responsable et Marisol. Audrey est restée silencieuse après le départ de maman. Elle a fixé le vide longtemps. Puis elle a dit, « Je suis désolée que tu doives gérer ça à cause de moi. » Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Elle a demandé si maman pouvait vraiment contester la personne de confiance. J'ai dit non. Elle a demandé si j'en étais sûr. J'ai dit oui. Elle s'est tournée sur le côté, me tournant le dos. Je voulais juste qu'elle soit normale, pour une fois. Je suis resté dans ce fauteuil jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Après l'incident à l'hôpital, ma mère est passée à l'offensive. Elle a pris un avocat et a envoyé une lettre formelle à l'hôpital, affirmant que j'avais forcé une patiente vulnérable et gravement malade à signer des documents. L'hôpital lui a essentiellement dit d'aller voir ailleurs. La patiente est une adulte légale. Ensuite, elle a appelé mon employeur, pour dire à mon superviseur qu'elle s'inquiétait pour la santé mentale de son fils, et que je négligeais mes responsabilités professionnelles pour mener une vendetta. Mon patron lui a raccroché au nez, mais il m'a pris à part après. Maintenant, voici comment les choses ont empiré. Jess a choisi son moment. C'était un mercredi soir. Je rentrais d'une période de 3 jours à l'hôpital. Jess était assise à la table de la cuisine, avec des relevés bancaires imprimés étalés devant elle. Elle avait surligné chaque transaction liée à Audrey. Elle avait fait le total en bas de page, entouré 2 fois. Voilà ce que ta sœur nous a coûté ces 6 derniers mois. J'ai regardé le chiffre. Elle a un cancer. Je sais qu'elle a un cancer, mais on n'est pas une œuvre de charité. On avait des objectifs. Tu as décidé tout seul de dépenser notre argent pour une situation qui n'a pas de date de fin. Puis, elle a dit la phrase qui a mis fin à notre mariage. C'est ta demi-sœur, que tu as à peine connue en grandissant, et tu es en train de détruire notre vie, pour jouer au sauveur, pour quelqu'un qui ne s'en sortira pas de toute façon. Et ouais, c'est ce qu'elle pensait vraiment. Le truc qu'elle gardait sûrement pour elle depuis des mois, mais elle était trop maligne pour le dire, jusqu'à ce moment-là. Pause. Elle n'a pas dit ça par accident. Elle avait classé Audrey dans la catégorie « ne compte pas vraiment » depuis des mois. Ce seul mot de « demi-sœur » vous indique qu'elle avait déjà décidé quelles relations étaient réelles, et lesquelles étaient facultatives. Elle n'est pas « réaliste » quand elle dit ça. Elle espère que le problème se résoudra tout seul, pour que l'inconvénient disparaisse. J'ai ramassé les relevés bancaires, je les ai pliés soigneusement, et je les ai mis dans le tiroir. Je suis allé me doucher, puis je me suis couché. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Je n'ai pas entamé la procédure tout de suite. Je ne suis pas impulsif. J'ai passé 2 semaines à mettre de l'ordre dans mes finances, séparant ce que je pouvais, et discutant avec l'avocat. Drew m'a aidé à mettre des documents importants chez lui. Je n'ai rien dit à Jess, parce que j'avais appris en observant ma mère, si vous dites aux gens ce que vous allez faire, vous perdez l'avantage. Quand j'ai enfin dit à Jess que je demandais le divorce, elle a semblé sincèrement surprise, ce qui m'a tout confirmé. Mais elle n'a pas cédé. Elle a passé 3 jours à alterner entre culpabilisation et menace. Elle m'a dit que mon « complexe du sauveur » était une maladie. Le deuxième soir, elle a dit, quand Audrey ne s'en sortira pas, et on sait tous les deux que c'est ce qui va arriver, tu reviendras en rampant, et je ne serai plus là. Le 3e jour, elle a appelé ma mère. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais Jess est rentrée ce soir-là étrangement calme, et m'a dit qu'elle avait parlé à quelqu'un qui comprenait vraiment la situation. J'ai changé les accès du dossier partagé cette nuit-là. Bon, pause. Ta femme vient d'appeler, dans ton dos, la femme avec qui tu as coupé les ponts. Ne me dites pas que c'est de la frustration. C'est choisir son camp. Et remarquez à quelle vitesse il a réagi. Il a changé les serrures numériques dès le soir même. Il a compris immédiatement ce qui venait de se passer. 2 personnes qui veulent le contrôler sont maintenant en train de se parler. À ce stade, ce n'est même plus un mariage. C'est un second front de guerre. Revenons-y. Le divorce lui-même a été assez simple. Nous n'avions pas d'enfants. La maison valait moins que le prêt, et le compte joint était à moitié vide. Elle a gardé la maison. J'ai gardé mon pick-up, et un nouveau départ que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Pendant ce temps,
le traitement d'Audrey fonctionnait vraiment. Octobre, novembre, elle était toujours malade, toujours à faire des allers-retours à l'hôpital, mais ses analyses allaient dans la bonne direction, pour la première fois depuis des mois. Il y a eu une frayeur à la mi-octobre, où l'un de ses taux a chuté, et ils ont dû faire une biopsie de la moelle osseuse pour exclure une rechute. Je n'ai pas dormi pendant 4 jours. Audrey a mieux géré ça que moi. Elle m'a envoyé une photo d'elle en blouse d'hôpital, pouce levé, avec la légende « Rhône 48 ». C'est parti. La biopsie est revenue négative. L'oncologue m'a dit de m'habituer au haut et au bas. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. En novembre, son appétit est revenu un peu. Elle a commencé à regarder des vidéos sur son téléphone, au lieu de dormir toute la journée. Elle m'a demandé de lui apporter une marque spécifique de chips, que le distributeur de l'hôpital n'avait pas. J'ai fait 40 minutes de route aller-retour pour les trouver. Et quand je lui ai tendu le sachet, elle me sort, enfin, quelqu'un d'utile dans ma vie. J'ai ri tellement fort. Mais ma mère n'en avait pas fini. En novembre, elle a déposé une requête pour obtenir une tutelle d'urgence sur Audrey, affirmant qu'elle était médicalement incapable, et que j'exerçais une influence indue pour un profit personnel et financier. Le coût du « profit financier » était presque impressionnant. Je me vidais de mon argent pour garder ma sœur en vie, je ne gagnais pas un centime. La requête exigeait une audience. Mon avocat a soumis tout ce que Drew et moi avions rassemblé. C'est là que mon erreur a failli nous coûter cher. Il y a eu une période de 6 semaines, entre fin juillet et début septembre, où mon journal avait de gros trous. Tout arrivait en même temps. La crise d'Audrey. Jess au pire de sa forme. Je tenais à peine au travail. J'avais arrêté de noter les choses parce que j'étais épuisé. J'avais des textos et quelques photos, mais le journal quotidien détaillé avait des lacunes. L'avocat de ma mère a trouvé ces trous, et a argumenté que la documentation était compilée de manière sélective, que les semaines manquantes signifiaient que je choisissais uniquement les mauvais moments. Ce n'était pas vrai. Mon propre avocat m'a dit que ces lacunes étaient un problème. La juge n'a pas rejeté la requête immédiatement. Elle a ordonné une évaluation indépendante, un psychiatre nommé par le tribunal pour déterminer si Audrey pouvait prendre ses propres décisions médicales. 3 semaines de plus dans le flou. Audrey était furieuse. J'ai un cancer, pas des lésions cérébrales. Je ne devrais pas avoir à prouver que je suis assez intelligente pour choisir mon propre médecin. L'évaluateur a rencontré Audrey 2 fois, a examiné ses dossiers, a parlé à l'équipe médicale. Elle était vive, et avait manifestement toutes ses facultés mentales. N'importe qui passant 10 minutes avec elle pouvait le voir. Elle a aussi dit à l'évaluateur, je l'ai appris plus tard, ma mère a ignoré mes symptômes pendant 3 mois. Mon frère a conduit 4 heures chaque week-end. Dites-moi qui devrait prendre les décisions concernant ma santé. L'évaluation est revenue impeccable. La requête a été rejetée. La juge n'a pas fait de grand discours. C'était une décision de 2 pages arrivée par courrier, précisant que la demande de maman était incohérente par rapport aux faits documentés. Mon avocat a dit que cela signifiait que toute future demande de ma mère serait examinée avec une méfiance accrue. Honnêtement, on n'avait même pas l'impression de gagner. On avait l'impression de subir de la paperasse, mais ça aurait pu mal tourner. Juste un truc, il a gagné, et ça s'est résumé à une lettre de 2 pages. Et il est assez honnête pour admettre que les trous dans ces documents ont failli le couler. La plupart des gars qui racontent une histoire comme ça font semblant d'avoir été parfaits. Lui, il vous dit qu'il était fatigué, qu'il a été négligent, et que ça a failli tout gâcher. Retour à l'histoire. L'avocat de ma mère lui a conseillé de ne pas faire appel. Elle l'a viré, et en a pris un nouveau. Le nouveau, après avoir vu le dossier, lui a dit la même chose. Elle n'a plus rien déposé. Il s'avère que les preuves écrites fonctionnent dans les 2 sens. Elle n'avait juste pas prévu d'être celle qui se ferait piéger par ses propres actes. Décembre. Les dernières analyses de sang d'Audrey montraient une amélioration majeure. Son taux de globules blancs s'était stabilisé dans une plage que l'oncologue appelait « fonctionnelle », et sa biopsie de moelle osseuse montrait beaucoup moins de cellules cancéreuses qu'avant. Elle était toujours sous traitement d'entretien, et le serait pendant un moment, mais le mot « rémission » entrait dans la conversation. Elle est sortie de l'hôpital 2 jours avant Noël. Je suis allé la chercher avec mon pick-up. Elle était assise sur le siège passager, avec son bonnet et une veste 3 fois trop grande pour elle,
parce qu'elle n'avait toujours pas repris de poids. Audrey n'est pas retournée chez notre mère. En tant qu'adulte, elle a choisi son lieu de résidence. Elle m'a choisi moi. J'avais loué un appartement de 2 chambres plus proche de l'hôpital, propre et calme, avec une fenêtre dans sa chambre qui recevait une belle lumière le matin. Maman est devenue silencieuse après le jugement. Enfin, pas disparue. Elle ne disparaîtra jamais. Mais je pense que perdre au tribunal 2 fois a rendu la chose trop coûteuse, et trop humiliante pour continuer. Elle envoie toujours des textos de temps en temps. Toujours formulés avec soin. Toujours pour faire semblant de s'inquiéter. Je vérifie juste comment va ma fille. J'espère qu'elle se nourrit correctement. Je les ai montrés à Audrey. En général, elle ne répond pas. Côté finance, j'étais dans un sale état. Le divorce, les mois de route, la caution de l'appartement, les factures médicales d'Audrey non couvertes. Tout cela avait presque tout vidé. J'avais gardé mon emploi principal, mais j'avais épuisé chaque jour de congé et chaque faveur possible. En plus de ça, j'avais pris des missions de consultant en logistique en freelance, grâce à un contact que Drew m'avait trouvé, et ça comblait lentement le déficit. Je ne vais pas prétendre que j'ai géré l'argent avec élégance. J'ai raté le loyer en novembre, et j'ai dû demander un prêt à Drew. Il me l'a envoyé par Venmo sans poser une seule question. Je l'ai remboursé en janvier. J'ai aussi eu une carte de crédit qui est partie en recouvrement, parce que j'avais littéralement oublié de payer pendant les semaines d'hôpital. C'est toujours sur mon dossier de crédit, mais je garde la tête hors de l'eau, de justesse. Audrey a commencé son traitement ambulatoire en janvier. Toutes les 2 semaines, on fait la route. Elle reçoit sa perfusion, et je reste dans la salle d'attente à répondre à mes mails de boulot. Elle a commencé un programme pour passer son diplôme en ligne, puisqu'elle avait raté trop de cours pour être diplômée à temps. Elle a été en colère pour ça pendant une semaine, puis elle est passée à autre chose. Peu importe. Je le finirai juste plus vite que tout le monde. Il y a eu une nuit, fin janvier, à laquelle je pense beaucoup. On était assis sur le canapé. Elle faisait des tests d'entraînement sur son ordinateur, et je mangeais des restes de pâtes. Une émission passait en fond sonore. Aucun de nous ne regardait vraiment. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu es ma personne préférée. Merci de n'avoir jamais abandonné. » Ça m'a fait sourire. Même si j'ai beaucoup perdu, ça en valait la peine. Elle a réussi, et je serai toujours fier d'elle. Voilà, c'est là que ça s'arrête. Il n'y a pas de fantasme de vengeance ici. C'est juste un gars qui mange des pâtes à côté de sa sœur, qui est en vie parce qu'il a refusé de détourner le regard. Si vous êtes dans une situation où tout le monde vous dit que ce n'est pas votre problème, mais que votre instinct vous dit le contraire. Faites confiance à votre instinct. Tous les combats ne sont pas les vôtres, mais ceux qui le sont, vous les reconnaîtrez. Maintenant, ma question pour vous, seriez-vous prêt à sacrifier autant pour sauver quelqu'un qui compte vraiment pour vous? Merci d'avoir regardé. On se voit pour la prochaine histoire.